podcast qui explore le futur. Salut les turfos et bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode du podcast d'Ouzbek Erika. Alors d'abord et avant tout, merci à toutes et à tous pour vos écoutes, pour vos messages d'encouragement, pour vos partages en veux-tu, en voilà et en voilà encore de notre premier épisode. Sincèrement, on s'attendait pas à ça, on est super content que l'émission vous plaise et on va continuer. Alors pour cette deuxième salve, on voulait vous parler d'une opération qu'on a menée en fin de semaine et qui implique une bonne vieille fake news. Reporters and folks will not tell you the truth. Russia is a ruse. It's all fake news. It's all a ruse. Not true. It's all fake news. Russia is a ruse. Fake. It's all fake news. The news is fake because so much of the news is fake. Eh oui, the news is fake, Ouzbek Erika is fake, j'espère pas, non, Ouzbek Erika is not fake, mais pour le coup, cette fausse info, c'était l'interview fictive d'un certain Étienne Masson, entrepreneur très Startup Nation, qui nous expliquait l'idée derrière sa startup Horizon, sans le H, qui propose de spéculer sur la montée des eaux en investissant dans des biens immobiliers qui se retrouveront sur les bords de mer en 2100, du fait du réchauffement climatique. Alors l'idée était évidemment de faire réagir pour alerter sur les conséquences du changement climatique, et derrière cette fausse interview, il y avait Greenpeace, l'ONG. Alors pour parler de tout ça, on a un plateau très masculin, désolé. Blaise Mao, le Red Chef d'Ouzbek Erika. Salut Blaise. Salut. Vincent Louquez, journaliste S Sciences et Environnement chez nous. Salut Vincent. S Fake News, donc salut Guillaume. Et notre invité Romain Perjot de l'agence Artefact, une agence de com spécialisée data et intelligence artificielle, si je me trompe pas. C'est exactement ça. Salut Guillaume. Salut. Et on va commencer donc avec vous Romain. On va commencer en écoutant un extrait de votre travail, la vidéo de présentation de la fameuse startup Horizon. Nous avons conçu un algorithme capable de déterminer avec précision à quoi ressemblera le littoral de la fin du siècle après la montée des océans. Grâce à cette technologie prédictive, nous vous offrons la possibilité d'acheter dès aujourd'hui les biens immobiliers qui seront sur les bords de mer de demain. Alors ça donne super envie, hein. Personnellement j'ai failli acheter, je vous l'avoue, ça a très très bien fonctionné. Donc c'est votre agence Romain, votre agence Artefact qui a développé le site de la fausse startup Horizon. Ça a dû vous demander pas mal de boulot, de créer le site, de créer la vidéo. Quel intérêt pour vous de développer cette opération ? Alors déjà forcément il y a l'intérêt on va dire militant, puisque c'est quand même la COP23 et c'était le bon moment pour le faire. Et après, l'intérêt, déjà, nous, on est une agence qui, au départ, gérons de la data. D'accord. Et aujourd'hui, nous, notre enjeu, ce qui nous fait marrer, c'est de prouver que la data, au-delà d'être une matière qu'on analyse, est surtout une matière qui est sujette à alimenter la création. Et qu'on peut faire parler, donc. Enfin, qu'on peut faire parler. En fait, c'est aussi beaucoup de croisements de données. Là, en l'occurrence, on a croisé les données du rapport GIEC avec les données topographiques de la NASA en allant sourcer des annonces immobilières en ligne, en temps réel. Sur des sites d'annonces immobilières en ligne. Sur des sites d'annonces immobilières en ligne, parce que l'enjeu, justement, et c'est ça qui était cool dans cette expérience, c'est que c'est une fake news, mais même si cette start-up est fake, tout ce qui est illustré est vrai. D'accord. Et en fait, le point de viralité est là. Mais donc, voilà, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à mixer toutes ces données pour les faire parler et porter un message. Et là, en l'occurrence, c'est celui-là. Alors, l'horizon est fixé à 2100, c'est ça, dans les recherches, si j'ai bien compris ? Ouais. En fait, c'est le scénario est pour la fin du siècle. Et pour la fin du siècle, notamment juste ce qui nous intéresse, hein, évidemment, au niveau kilométrique, en France, on a des endroits qui seront effectivement, les eaux auront recouvert certains coins ou... Tout dépend du scénario. D'accord. Donc nous, on a pris le scénario le plus pessimiste du GIEC, donc qui veut que l'eau remonte à 0,85 cm. Il faut savoir que sur certaines zones de France, ça correspond à 10 km. Oh, d'accord. Donc il y a certaines zones qui vont être... c'est très impressionnant.
Et donc vous avez eu, là déjà vous avez eu des petits retours sur la consultation du site, vous êtes content, ça a bien fonctionné? Alors j'ai pas encore vu les données, j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux, j'ai vu des gens énervés et moins énervés, ce qui est déjà pas mal. On va en discuter après. Blaise, pour toi en tant que rédacteur en chef d'Ouzbek Erika, avoir décidé de participer à l'opération en publiant une fake news en plein débat sur leur développement et leur impact, ça t'a pris du temps, t'as beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision ou pas du tout? Non, ça a été assez spontané. Alors, je ne devrais pas dire ça, mais en fait, c'est Romain qui a pensé à nous, puisque j'ai cru comprendre qu'il était un fidèle lecteur d'Ouzbek. Je suis abonné. Voilà, confirme. Et en fait, il nous a proposé, parce qu'on explore le futur et qu'on travaille sur le moyen et le plus long terme, à l'exploration du futur, de participer à l'opération et d'être un peu le média complice de cette opération. Média complice, ça veut dire qu'il fallait donc s'engager pendant 24 heures à assumer cet article fake news, publier une fausse interview. D'abord, c'est un exercice qui est amusant à faire. Ouais. On s'est marré à l'écrire. Vincent a fait un super travail. On imagine les citations, on imagine le profil de ce start-upper passé par Caltech, qui a planté ses 2 premières boîtes et qui finalement arrive à ses fins. Un véritable entrepreneur. Ouais, on l'a rendu. C'est un exercice de style, quoi, de créer un personnage un peu cynique mais crédible. Donc d'abord, c'était amusant, c'était malin. Je voudrais préciser quand même que c'est un exercice bien connu. Les hoax sur Internet, c'est quand même fait et refait. Donc c'est encore plus dur de faire quelque chose de vraiment crédible. Ouais, et on a vraiment travaillé le profil quasi psychologique de ce faux start-upper. Après, il y a effectivement la décision plus éditoriale de pourquoi Ouzbek fait une fake news, alors même que depuis des mois, on couvre la question des fake news d'un point de vue éditorial, soit en parlant de leur traitement sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, soit en parlant du rapport à l'info de Trump, soit voilà. Donc ça fait partie de notre champ éditorial. Donc c'est un risque, c'est un pari, mais Ouzbek Erika a vocation, et a toujours eu vocation, on a toujours eu cette volonté de dépasser la simple production de contenus éditoriaux et d'aller sur des opérations. Il y a 3 mois, au moment de la présidentielle, enfin un peu plus, 6 mois, on a fait une hotline entre les 2 tours pour inciter les gens à aller voter. Et l'idée était de prendre, voilà, on avait 40 téléphones à la rédac, et s'il y avait des personnes qui n'étaient pas certaines de se déplacer, ben, nous on leur disait pourquoi on vivait un moment un peu historique et qu'il fallait y aller. On se mouille, on essaie d'aller sur des opérations. Je pense qu'un média ne doit pas se cacher. Là, c'est une cause, c'est ce que disait Romain tout à l'heure, c'est la COP23 à Bonn, c'est un moment crucial. C'est la première COP post-Trump, enfin post-élection de Trump. C'est un moment où vont être prises des décisions essentielles. Et pour nous, assumer cet engagement-là via une OP, c'était assez naturel en fait. Alors, tu veux dire qu'Ouzbek Erika est contre le réchauffement climatique ? Tout contre. Ah merde. Tu parlais des réactions sur les réseaux sociaux, j'en ai relevé quelques-unes. Alors il y a des gens qui ont compris, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on creusait un peu, qu'on allait sur le site et qu'on voulait effectivement aller jusqu'au bout de la procédure et acheter un bien, il y avait le reveal en fait, hein, c'est bien ça. À partir du moment où on clique sur voir l'annonce, il y a un message de Greenpeace qui apparaît à ce moment-là, mais qui laisse quand même la possibilité aux gens soit d'aider Greenpeace, soit de voir l'annonce. D'accord. Donc ouais, quand même aller voir l'annonce. Donc il y a des gens qui ont révélé le poteau rose sur Facebook. Il y a un certain Clément qui nous disait vous avez vu que c'est une société fictive, un projet amorcé par Greenpeace pour alerter sur la montée des eaux. Donc il avait bien compris la chose. Et Clément a lu l'article. Et il a cliqué, il est allé jusqu'au bout. Mais en revanche sur Twitter, en réponse à Thierry Keller, qui est directeur des rédactions d'Ouzbek Erika, et qui disait que c'était choquant, un certain Siegfried lui répond mais en quoi est-ce choquant d'être réaliste? Alors j'ai un peu envie de vous poser la question à tous les trois, en quoi est-ce choquant d'être réaliste? Justement, je pense, si je peux me permettre, que c'est un petit peu l'intérêt de ce petit Étienne Masson qu'on a créé, ce petit entrepreneur polisson et un petit peu fourbe parce qu'il veut s'enrichir sur le dos de tout ce malheur mondial. Polisson et fourbe. Voilà, c'est le mélange diabolique. Mais pour être plus sérieux, en fait, il révèle, enfin, on lui a donné une personnalité intéressante, c'est que justement, dans ce qu'on a écrit, il se révèle fataliste. Il dit, puisque c'est foutu, autant se faire de l'argent. On n'a rien à perdre à se faire de l'argent et c'est pas immoral. Et le message qu'on voulait faire passer, c'est d'une part, non, c'est pas foutu, même s'il y a encore peu d'espoir, il reste de l'espoir de limiter le réchauffement à 2 degrés. Et d'autre part, le risque du fatalisme, c'est de considérer que puisque c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Or, ce que disent aussi les scientifiques, c'est qu'entre un réchauffement, même si on ne tient pas les 2 degrés, entre 3 degrés et 4 degrés, il y a encore beaucoup de différences. Et en fait, chaque degré supplémentaire, c'est beaucoup de catastrophes en plus. Je vous avais ramené mes petits chiffres sur le sujet pour vous faire prendre conscience de la chose. C'est l'ONG Climate Central qui avait analysé ça, qui disait
à plus de degrés, on a 280 millions de gens qui perdent leur maison sous les eaux. 280 millions dans le monde. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Ouais. Quand on dit 2 degrés, il faut se rendre compte que c'est un objectif, mais que c'est déjà une catastrophe pour beaucoup de gens. Okay. Si on passe à 3 degrés... Potentiellement inatteignable. Déjà quasiment inatteignable. Si on passe à 3 degrés, on a 432 millions de gens qui perdent leur habitation, donc qui soit migrent, soit sont dans une détresse énorme. Et à 4 degrés, on passe à 627 millions. Donc c'est beaucoup de chiffres, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. C'est pas du tout la même chose d'être à 3 ou à 4 degrés. Donc en fait, le message, c'était, même si c'est perdu, en fait, non, ça ne sert pas à rien d'arrêter de lutter. Il y a beaucoup de gens qui sont en jeu suivant le degré de réchauffement climatique, quoi. Et justement, alors comme tu le disais, il y a des scénarios différents dans les scénarios du GIEC sur lesquels vous êtes basé, Romain. Est-ce que j'avoue que j'ai pas regardé, mais vous êtes fondé sur le scénario du pire ou... Oui. Ouais, d'accord. Alors c'est le scénario du pire, mais Vincent parlait de climate central. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, c'est-à-dire que le GIEC est beaucoup moins alarmiste que d'autres. Et donc après, on ne sait pas qui a tort ou raison, c'est pas moi qui vais trancher. Mais le GIEC, en tout cas, c'est le seul qui est écouté et validé par l'ONU et qui a servi au traité des accords de Paris. D'accord. Donc voilà, pour nous, c'était... Ouais, pardon, c'est aussi qu'il y a de l'inertie avec le GIEC, comme il publie des rapports tous les 4 à 6 ans. Là, les scénarios sont basés sur le rapport de 2014. Effectivement. Ouais. Il y a notamment une étude qui a été sortie l'an dernier qui montrait que la fonte de glaciers dans l'Antarctique était beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait et que donc on pouvait aller avec le même réchauffement en fourchette maximum plus 2 mètres d'élévation de la mer. D'accord, voilà, en prenant en compte en plus la fonte. Il y a des études qui sont encore bien plus dramatiques que celles du GIEC aujourd'hui, mais qui ne sont pas prises en compte dans le rapport actuel puisqu'ils datent d'avant ces études-là. Et c'est vrai que nous, notre objectif, clairement, tout ce que tu viens de dire est très juste. Maintenant, on avait besoin d'être très crédible dans nos sources. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers les organismes les plus certifiés. Dont Uzbek Erika, évidemment. Évidemment. Vincent, tu as déjà donné quelques éléments là, à nos auditeurs, mais on a parlé de la COP23 à Bonn qui a lieu en ce moment. On en est où sur les prévisions autour du réchauffement ? Les 2 degrés, c'est terminé définitivement ? C'est pas définitivement terminé, mais c'est vrai que c'est très mal engagé. En fait, il y a 2 degrés de retard qu'on accumule. D'une part, on a pris des engagements forts à la COP21 à Paris en 2015 pour atteindre un objectif officiel de 2 degrés de réchauffement climatique. Or, il se trouve que... À l'horizon 2100, c'est à la fin du siècle. Sachant évidemment, oui, si on prolonge les courbes, en 2300, donc pour nos arrière petits-enfants, c'est plus 7, plus 10 degrés, c'est encore plus catastrophique. Donc on parle toujours de 2100, mais évidemment, l'horizon, plus on s'éloigne, plus c'est compliqué. D'accord. Mais pour 2100, en tout cas, l'objectif des 2 degrés, il est... aujourd'hui, on a du retard par rapport à cet objectif à 2 niveaux. D'une part, les objectifs de la COP21 sont trop insuffisants. D'après l'ONU Environnement, donc, qui est une instance... assez objectif, qui ne fait pas tellement de catastrophisme. On a accompli le tiers du chemin en termes d'engagement si on veut maintenir les 2 degrés. C'est-à-dire que ce qu'on a signé à Paris ne permet d'obtenir que le tiers des réductions qu'il faudrait faire si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés. D'accord. Et ces engagements même ne sont même pas tenus. Donc en fait, on est encore très loin des 2 degrés. On n'est pas à 0% de chance de les atteindre, mais les risques sont forts de dépasser amplement ces 2 degrés. Blaise, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, c'est sur la notion de proximité. En fait, ce qui était intéressant avec Horizon, c'est que la simulation d'immobilier prospectif, elle concernait en priorité la France et la Belgique. Et je trouvais ça intéressant d'aborder ce scénario de montée des eaux en France et en Belgique. Pourquoi ? Parce que quand on parle réchauffement, on a tendance à voir les réfugiés climatiques au loin. Là, cette semaine, on a tous vu, ou alors il faut la voir parce qu'elle est incroyable, cette vidéo de New Delhi dans un nuage de pollution où en fait, respirer 1 minute l'air de New Delhi, ça équivaut à fumer 45 cigarettes en 1 heure. C'est la dernière étude en date. Mais c'est à New Delhi. Et donc à chaque fois, c'est le même problème, c'est que le réchauffement, ça se passe ailleurs. On n'en voit pas vraiment les effets. Là, ce que je trouvais malin, c'est d'interpeller via l'outil de recherche sur l'immobilier en France, en Camargue, dans des régions très concret, quoi. Et se dire, c'est pas ailleurs, c'est pas parce qu'il y a plusieurs dizaines de pays autour d'une table 1 fois par an et que les conséquences, elles nous touchent pas nous et plutôt les petites îles du Pacifique.
qu'on n'est pas concerné. En fait, on est concerné. On voit déjà les effets en France. Mais alors, c'est ce que tu dis, c'est loin, et en plus, c'est loin dans le futur. Donc, c'est encore plus compliqué d'alerter sur cette question-là. C'est pas forcément si loin, justement. J'avais vu une vidéo intéressante que j'avais mis dans mon article Fake News, en fait, dans l'article d'explication de la fake news qu'on a publié le lendemain, de Gaël Giraud, qui est chef économiste à l'Agence française du développement, donc directement concerné par ces sujets, qui explique que dans une génération, donc largement avant 2100, donc plutôt 25 ans, le climat de Paris sera celui de Bilbao aujourd'hui. D'accord. Voilà, ça donne un ordre d'idée de ce que sera pour nous l'impact du changement climatique. Oui, donc plus de gens qui iront se baigner à la Villette, quoi. Voilà, et beaucoup moins de vignes. À Paris aussi, un musée Guggenheim peut-être. Au-delà des petites blagues, juste pour conclure, ce type d'opération se multiplie, la COP23, etc. Mais qu'est-ce que, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour justement éviter ce réchauffement qui nous guette, Vincent notamment? Alors j'ai échangé il y a peu avec Jérôme Chapelaz, justement, un glaciologue français très impliqué aussi sur la thématique du réchauffement, et qui me disait que pour lui, alors il avait un point de vue assez politique, il me disait c'est pas les gouvernements qui sont importants, c'est même pas l'ONU qui décide, c'est les financiers. D'où l'importance, lui intervient souvent auprès de financeurs, de traders, et de faire prendre conscience aux financiers que mettre beaucoup d'argent sur une centrale à charbon en Australie, voilà, c'est ça qui va impacter le plus les générations futures. Et c'est en faisant de la pédagogie, de la vulgarisation, ce qui est aussi notre rôle, mais auprès surtout de ces acteurs qui n'ont pas forcément conscience, c'est pas leur milieu, c'est pas leur bain des risques à venir. Et donc aller voir les gens qui ont les cordons de la bourse et qui finalement détiennent les clés du jeu. D'accord, c'est notamment le rôle d'ONG comme Greenpeace. Donc on a été ravis par l'intermédiaire de toi, Romain, de partager cette opération avec eux. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous et pour tout, surtout d'avoir joué le jeu. Merci Robin. Merci. Et merci à Blaise et à Vincent d'avoir expliqué un petit peu plus à nos lecteurs auditeurs comment un peu le back-office d'Ouzbek Erika et comment on avait procédé. Nous, on vous retrouve, chers auditeurs et chers Turfos, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Comme d'habitude, on ne sait pas. On maintient le mystère sur le futur. Voilà. Retrouvons-nous dans le futur et dans la joie. À très bientôt.